Radio de la Paix, la grande interview. Brokono Bertin. Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. La grande interview aujourd'hui dans l'univers de la presse en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons Guillaume Bateau. Il est le secrétaire général du SYNAPSI, le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons évoquer un peu la situation de ce secteur d'activité en Côte d'Ivoire. Cela nous appuyant sur la dernière rentrée syndicale qui a été organisée. Guillaume Bateau, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez effectué récemment votre rentrée syndicale. À quoi obéit cette rentrée ? Comme toute rentrée, la rentrée syndicale du SYNAPSI était donc l'occasion de lancer nos activités. Vous savez que nous avons tenu notre 7e congrès ordinaire au mois d'octobre dernier, précisément les 8 et 9 octobre. Malheureusement, c'était une période un peu trouble à la veille de l'élection présidentielle. Il y avait déjà des manifestations à travers tout le pays et nous n'avons pas pu, au sortir de ce congrès-là, lancer le travail pour la mise en œuvre des résolutions qui avaient été adoptées. Donc nous avons bien entendu attendu que les choses se calment, que la situation soit plus propice à des discussions, à des débats tranquilles. Donc nous faisons donc notre rentrée comme toute rentrée pour lancer véritablement la machine du syndicat par rapport aux résolutions qui ont été adoptées au dernier congrès, à savoir intensifier la lutte pour sortir de la précarité dans le secteur des médias en Côte d'Ivoire. Le congrès qui avait fait le point, je rappelle que le thème de ce congrès, c'était 20 ans de lutte contre la précarité dans les médias ivoiriens, bilan et perspective. Nous avons donc fait le bilan et nous sommes malheureusement arrivés à la conclusion que 20 ans après, malgré les efforts, malgré tout le travail que nous avons fait, malgré des efforts aussi de l'État sur un certain nombre d'aspects, la question de la précarité restait encore importante dans le secteur des médias en Côte d'Ivoire. Alors, pour ne pas vous interrompre, quand vous parliez, n'est-ce pas, de ce congrès, est-ce que les choses se sont déroulées dans la sérénité ? Oui. Ce congrès était... Il n'y a pas eu de velléité de... Non, parce que de plus en plus, les professionnels des médias sont conscients que le syndicat est un instrument qui peut leur permettre de sortir d'un certain nombre de situations difficiles. Donc, c'est vrai, nous avons connu quelques crises par le passé, mais depuis un certain temps, les choses sont plus calmes, la camaraderie a repris le dessus. Les enjeux étant importants, les camarades ont compris qu'il fallait vraiment se donner la main, se serrer les coudes, et ça a été un congrès vraiment tranquille. Et puis, on a eu vraiment le temps de travailler sur ces questions, sur la situation socio-économique des travailleurs des médias, sur l'environnement général des médias, ces questions-là qui préoccupent au plus haut point nos camarades. Alors aujourd'hui, les journalistes ivoiriens, quand vous vous projetez hors de Côte d'Ivoire, est-ce que la situation des journalistes d'une façon générale, elle est enviable ou elle est peu enviable ? Je crois que si on regarde de près, si on n'est pas dans une situation d'autosatisfaction, la situation des journalistes ivoiriens, dans leur grande majorité, n'est pas enviable. Parce que, malheureusement, à part quelques journalistes qui travaillent pour des grands médias, je vais dire entre guillemets, parce que même quand on parle de grands médias, je veux parler des médias de service public, comme Fraternité Matin, comme la radio-diffusion télévision ivoirienne, comme les nouvelles chaînes de télévision qui viennent d'arriver, on n'a pas encore une situation exhaustive pour ces nouveaux médias. Je veux dire, quand on prend ces grands médias, même Fraternité Matin, vous savez qu'il y a quelques semaines, nos confrères, nos camarades ont lancé un préavis de grève. Ils avaient même bloqué le travail pour réclamer un certain nombre de choses, parfois basiques. Par exemple, l'ouverture d'une cantine. Par exemple, le reversement de la CNPS. Par exemple, le reversement des cotisations prélevées sur le salaire des travailleurs pour animer les caisses de la mutuelle, etc., etc. Et je ne parle même pas des questions de salaire, parce qu'à Fraternité Matin, il y a depuis longtemps ce débat sur la grille unique. Parce que vous savez, entre les techniciens et les journalistes, il y a des différences de salaire entre les plus anciens et les plus jeunes. C'est la même chose à la télévision. Maintenant, quand on a quitté ces grands médias, comme je dis, qui peuvent se dire plus ou moins à l'abri du besoin, le reste, c'est la catastrophe. Vous prenez les entreprises de presse écrites, de façon générale, il y a 2 ou 3 qui sortent du lot. Mais même ces 2 ou 3 aujourd'hui, les salaires ne sont pas réguliers. Il y a des licenciements pratiquement tous les jours. Quand vous sortez du secteur de la presse écrite, que vous allez dans les radios de proximité, c'est encore plus grave. Justement, à l'occasion de la rentrée syndicale, nous avons fait le débat et nos camarades des radios sont venus, ont témoigné. Certains de nos camarades perçoivent 250 francs par jour comme salaire.
C'est autour de 7500 francs par mois. 250 francs. Je dis bien 250 francs CFA. Je n'ai pas dit 250 000. Je dis 250 francs CFA. 50 francs, 100 francs, 150, 200, 250 francs par jour. J'ai fait le tour, justement, à l'occasion du congrès pour mobiliser nos camarades. Mais il y a des radios de proximité où les travailleurs n'ont même pas un salaire. Il y a quelques jours, j'étais avec nos confrères de Live TV dans une de nos radios ici à Abidjan. Les gens ne connaissent pas le contrat de travail. Ils ne sont pas déclarés à la CNPS, ils n'ont pas de salaire. Et la jeune camarade qui nous a reçus, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit hey, c'est le terrain qui nous nourrit. Vous comprenez? On se paye sur la bête, quoi. Voilà. Ça, je parle de radio où vous avez parfois encore des brides d'entreprises où les journalistes sont transformés en commerciaux. Quand ils envoient un marché, la commission varie selon la tête du client. Parfois, c'est 25% pour certains, 10% pour d'autres. Alors que ce n'est pas le rôle du journaliste. Ce n'est pas le rôle du journaliste, justement, de transformer les journalistes en commerciaux, etc. Quand vous prenez maintenant les médias numériques, les sites en ligne, et je dis souvent, ça fait rigoler, mais c'est la triste réalité, où l'entreprise se résume à l'ordinateur du promoteur. Ne lui demandez pas de payer des salaires. Lui-même, parfois, il n'est pas payé. À plus forte raison, ses collaborateurs qui l'appellent, qui sollicitent, de temps en temps. Donc, vous voyez comme ça, toute cette catégorie, cette masse de journalistes qui, parfois, ont fait de brillantes études, qui ont des licences en journalisme, qui ont des licences d'enseignement général, et qui sont de brillants journalistes, mais qui vivotent aujourd'hui. Est-ce que la situation n'est pas créée, justement, par cette floraison de médias, radio de proximité, les journaux qui se créent Non, pas du tout, Bertin, pas du tout. Il n'y a pas plus de médias en Côte d'Ivoire qu'en France. Il n'y a pas plus de médias. Non, mais comparaison n'est pas raison. Oui, comparaison n'est pas raison, mais je veux dire, la vocation des médias, c'est de servir les communautés. C'est de servir la cohésion sociale, c'est de servir la démocratie. Donc, avoir des instruments d'expression, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces médias sont créés dans des conditions approximatives et les promoteurs de ces médias ne sont pas mis devant leurs responsabilités pour respecter les lois qui existent. Je prends un exemple simple. Vous avez, dans la plupart de nos communes d'Abidjan, je vais prendre le cas de Yopougon. Hein. Je sais qu'il y a quelques radios confessionnelles, il y a 2 ou 3 radios, environ 4 ou 5 radios. Mais nous avons toujours dit que si la volonté politique y était, si la volonté de nos dirigeants, c'est de permettre aux communautés d'avoir des instruments de communication, de renforcement de la cohésion sociale, il suffit que ces communes, dont les budgets varient généralement entre 5 et 6 milliards par an, décident ne serait-ce que d'accorder 1% de leur budget en termes de subvention à ces médias, et tout irait. Nous disons depuis longtemps qu'il faut arrêter de plafonner la publicité sur ces médias. On appelle les médias privés non commerciaux, mais un média vit de quoi? De la publicité. Alors même, ces médias connaissent les règles du jeu et ils s'engagent tout de même. Oui, mais justement, les règles du jeu sont consignées dans les cahiers des charges. Et les promoteurs signent ces cahiers des charges avec les régulateurs, pour ce qui concerne les radios par exemple, qui est la ACA. Malheureusement, les cahiers des charges ne sont pas respectés et malheureusement, le régulateur, il est impassible. Qui ne respecte pas les cahiers des charges? Les promoteurs. Les promoteurs. La loi dit, pour ce qui est des radios privées non commerciales, que ce sont les radios communautaires. Oui. Ça veut dire une commune, une association, mais en réalité, c'est des individus qui utilisent des artifices, prennent des documents d'association et tout ça. Mais en vérité, la radio appartient à un individu. Et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Mais le plus grave, c'est quand ces radios même appartiennent aux collectivités décentralisées, les mairies, les conseils régionaux, qui connaissent la loi, qui connaissent les règles, mais qui ne payent même pas le SMIC. Donc, ce n'est pas la multiplicité de ces médias qui pose problème, mais c'est le refus d'appliquer la loi, le refus de faire appliquer la loi par le régulateur et la volonté d'instrumentaliser les travailleurs pour en faire vraiment des bêtes de somme. C'est ça qui est le vrai problème en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité pour les journalistes d'inverser la tendance? Bien entendu, c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous disons à nos camarades, le bon Dieu ne descendra pas du ciel pour régler nos problèmes à nos places. Mobilisons-nous. Le syndicat est un instrument à votre disposition, d'abord pour nous rassembler, pour créer une masse critique de pression, à la fois sur nos employeurs et sur l'État, qui a la responsabilité première d'organiser la vie en communauté. Depuis pratiquement 20 ans, nous nous battons, nous crions, mais les professeurs des médias ne suivent pas. Et c'est ça le plus gros problème. Donc, ils peuvent inverser la tendance. Et c'est ce que nous leur disons toujours. Même à l'occasion de cette rentrée syndicale, nous avons été contents de voir la participation assez importante. Et de plus en plus, ce qui nous réjouit, c'est que les camarades comprennent que s'ils ne se mobilisent pas, s'ils ne s'organisent pas pour revendiquer, mais les gens, ils ne vont jamais arrêter de les exploiter. Donc, ils peuvent inverser la tendance à condition
qu'on se mette ensemble, qu'on fasse preuve de solidarité, parce que ce que nous vivons, ce n'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de secteurs en Côte d'Ivoire qui ont connu ce genre de situation, mais grâce à la mobilisation des travailleurs, ont réussi à inverser la tendance. Je vais prendre un cas pas très lointain, la question des stocks des arriérés. Mais les salaires étaient bloqués en Côte d'Ivoire depuis les années 80. Il a fallu qu'en 2015, 2016, 2017, les fonctionnaires se mobilisent autour de cette revendication. Et aujourd'hui, c'est des dizaines de millions qui ont été payés. Les fonctionnaires se sont appuyés sur peut-être leur masse démographique. Bon, les journalistes, on dit de nous que nous sommes le quatrième pouvoir, Non, mais apparemment notre pouvoir, on l'a laissé aux promoteurs, on l'a laissé aux grands patrons. Ce sont des fables. Ce sont des fables. Le quatrième pouvoir, c'est juste pour endormir les journalistes. Parce que la vérité, c'est que le pouvoir, on n'en a pas. On n'en a pas. Vous travaillez aujourd'hui, vous avez plusieurs contraintes, parfois même basiques. Vous ne pouvez pas exercer ce pouvoir. Alors, si vous n'avez pas le minimum, si vous êtes dans des conditions où les puissances publiques, les puissances d'argent décident tout à votre place, quel est ce pouvoir? Mais on fait semblant. Il faut dire aussi quand même que c'est la faute aux journalistes aussi, qui ne prennent pas seulement conscience. C'est vrai que les gens ne veulent pas nous voir prospérer, mais on ne peut pas être complice de nos propres bourreaux. Donc il y a ce débat à plusieurs niveaux. Il y a la volonté de maintenir les médias dans la précarité pour mieux les assujettir, mais aussi il y a la responsabilité des professionnels des médias qui doivent se dire que cette situation ne peut pas durer éternellement. Il faut se mettre ensemble pour revendiquer. Vous parlez du nombre. Nous sommes nombreux. Aujourd'hui, quand vous faites des estimations, ce n'est pas moins de 5000 personnes qui travaillent dans les médias en Côte d'Ivoire. Oui. Je ne parle pas seulement des journalistes. Vous avez dans les entreprises de presse des journalistes, des techniciens, des commerciaux, des agents administratifs. Tout ce monde qui gravite autour des médias aujourd'hui, c'est plus de 5000 personnes. 5000 personnes mobilisées, structurées, organisées, mais ça peut faire bouger beaucoup de choses. Donc, il y a cet aspect. Pour sortir, n'est-ce pas, des questions pécuniaires, nous allons attaquer le terrain du professionnalisme. Est-ce que vous ne pensez pas que les journalistes eux-mêmes ont contribué à leur faillite quand on voit aujourd'hui le nombre de journaux qui sont adossés à des partis politiques, quand on voit même des médias qu'on devrait mettre au-dessus de la mêlée qui se mêlent des questions politiques, selon que ces médias-là sont du côté du pouvoir ou de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas cela aussi qui fait qu'il y a une sorte de désaffection du public parce que c'est de la matière que nous vendons? Est-ce que ce n'est pas cela aussi qui... Oui, on ne peut pas nier le fait que dans notre pays, les médias soient un peu trop politisés, jouent en notre défaveur, parfois fait que ceux qui peuvent venir à notre rescousse pour des raisons parfois idéologiques disent laissez-les se débrouiller, ils se font le chantre des puissants et après ils crient qu'ils ont des problèmes. Oui, on peut le comprendre, mais en même temps, je dis que ça a été le chemin un peu partout. Le pays dont on parle souvent le plus, c'est la France. Et notre doyen et maître président Zio Moussa dit souvent que le journalisme est né au confluent de la philosophie et de la politique en France. C'est une tradition. Et moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de médias qui ne soient pas adossés à un courant de pensée qui soit philosophique, politique, culturel, même économique, etc. Donc, médias indépendants... C'est théorique, oui. Bon, on peut dire, pas toujours directement lié, mais vous verrez toujours... Ce qui crée un média, c'est une opinion, un courant de pensée. Ce sont des intérêts, des groupes d'intérêts qui créent des médias. Maintenant, la gestion, est-ce que les professionnels qui exercent dans ce média au quotidien ont la lucidité nécessaire, ont le recul nécessaire, ont la liberté, la marge de manœuvre nécessaire, j'allais dire, pour travailler? Oui, ça peut exister et il faut le souhaiter. Mais en même temps, un média n'existe pas ex nihilo. Mais pour revenir à votre précédente question, le fait que nos médias soient politisés n'est pas nouveau. Et si la volonté de la Côte d'Ivoire, c'est de finir à cette situation, mais on prend les textes pour. Parce qu'on ne peut pas toujours dire oui, les médias sont politisés, oui c'est ceci, et on ne fait rien. Le jour où on écrira dans la loi que les partis politiques ne doivent pas détenir des capitaux dans les médias, mais ce sera fait. Mais même je dis, pour ce que je sais, parfois dans les journaux qui sont proches des partis politiques, c'est les journalistes eux-mêmes qui se mettent la cagoule. Ce n'est pas toujours les politiques qui viennent dire écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. Parfois, ils s'auto-censurent. Ils refusent d'assumer leurs responsabilités. C'est vrai, il y a des pressions. Mais la vie est ainsi faite. On doit pouvoir résister aux pressions des uns et des autres. Ou nous sommes pressionnaires des médias, ou nous ne sommes pas pressionnaires des médias. Mais généralement, pourquoi les gens acceptent? Parce qu'il y a des aspects pécuniaires dont vous parliez. Parce que si vous vous rendez compte que dans la confrontation avec le promoteur ou le principal investisseur, au bout du compte, vous allez vous faire éjecter dans un pays où les lois du travail ne sont pas toujours respectées, où vous avez pour Abidjan et plusieurs villes un seul tribunal du travail,
où votre procès va mettre 2 ans, 3 ans avant que le tribunal vous donne raison et que votre employeur va faire appel. C'est tout cet environnement qui fait que, bon, les travailleurs réfléchissent par 2 fois, disent, bon, je préfère exécuter les ordres sans broncher, ne pas mettre en avant mon expérience professionnelle, ne pas mettre en avant la partie professionnelle pour garder mon pain. Voilà. Donc, c'est un cycle infernal. Il y a la responsabilité des journalistes, mais il y a aussi l'environnement général de notre pays, les violations du droit des travailleurs. Je dis, c'est le jeu quotidien. Il n'y a pas que dans la presse. Allez-y dans les zones industrielles. Allez-y dans des entreprises, même publiques parfois. Les travailleurs, leurs droits sont violés au vu et au-dessus de tout le monde. Et ça n'émeut personne, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça ne va nulle part. Voilà. Donc, tout ça fait réfléchir par 2 fois. C'est pour ça que nous disons qu'il y a un travail à la fois à faire au niveau des textes, à faire au niveau des hommes et à faire au niveau de l'environnement économique. Parce que, quoi qu'on dise, l'argent, c'est le nez de la guerre. Alors aujourd'hui, on sait que ce qui se passe, c'est que les partis politiques sont financés. En tout cas, les partis politiques qui ont une certaine représentativité sont financés. Et il se trouve que des journaux agissent pour le compte de ces partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour vous de faire un plaidoyer de sorte que les journaux soient intégrés à la structure des partis au point de bénéficier d'un financement basique? Ce problème a déjà été réglé. L'État a créé le Fonds de soutien et de développement de la presse, qui a édité un certain nombre de règles qui peuvent toujours être améliorées pour permettre à certains médias crédibles, bien structurés, de bénéficier des fonds publics. Le problème qui se pose depuis quelques années, c'est que finalement, le parti au pouvoir, par des passe-passe dont eux seuls savent les raisons, finance directement les journaux qui sont proches d'eux et qui ne passent plus par le filtre du Fonds de soutien et de développement. Ça crée un déséquilibre. Sinon, le Fonds de soutien et de développement, qui a été créé à l'époque, en 2009, par un décret en 2007, mais qui est rentré vraiment en phase opérationnelle à partir de la fin 2009, avait réglé ce problème, a accordé beaucoup de financement aux entreprises de presse, aux radios de proximité en termes d'équipement, etc., etc. Mais le fait est que depuis quelques années, bon, le parti au pouvoir a une cellule qui finance directement un certain nombre de journaux sans passer par le FSDP. Et ça crée un déséquilibre. Sinon, on n'a pas besoin que les journaux soient intégrés au parti politique pour être financés. S'ils le font, ce serait un plus. Mais nous disons qu'il faut faire la réforme du fonds de soutien de telle sorte que les financements publics aillent à ceux qui respectent la loi et à ceux qui ont envie de mettre leurs travailleurs à l'abri du besoin. Voilà. Et que le fonds ne devienne pas finalement un moyen pour maintenir le statu quo. Il faut que les appuis publics qui sont, de notre point de vue, un droit, parce que ça aussi, il y a un long débat sur est-ce que c'est à l'État de financer les journaux. Mais oui, les journaux font un travail de service public. Le droit à l'information est un droit élémentaire pour le citoyen. Et comme l'État ne pas créer des radios partout, ne pas créer des télévisions partout, c'est la même chose. C'est comme quand l'État envoie des élèves dans les écoles privées et envoie par la suite des frais de scolarité. Voilà, il appartient à l'État de mettre tous les enfants à l'école. Mais comme l'État n'a pas les moyens de construire toutes les écoles, les promoteurs privés qui construisent les écoles, l'État leur envoie le surplus d'enfants qui ne peut pas envoyer dans les écoles publiques et après paye leur scolarité. C'est la même chose. Donc, le financement public est un droit. Son organisation doit se faire de telle sorte que l'argent public aille à ceux qui respectent les lois, à ceux qui respectent les conditions d'exercice du métier, la convention collective, la déclaration de la CNPS, la couverture maladie, etc., etc. Voilà le débat d'aujourd'hui. Sinon, il ne s'agit pas d'intégrer les journaux aux structures des partis politiques pour quel est l'argent. L'argent est déjà là, c'est son utilisation, c'est la façon dont l'argent est utilisé qui pose aujourd'hui problème. Je rappelle que vous êtes à la grande interview avec pour invité aujourd'hui Guillaume Gbato, qui est le secrétaire général du SYNAPSI, Syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Nous avons fait un état des lieux, n'est-ce pas, du fonctionnement de la presse, des médias en Côte d'Ivoire. Alors Guillaume, aujourd'hui, au sortir, n'est-ce pas, de cette rentrée syndicale, vous avez pointé du doigt un certain nombre de préoccupations. Quelles sont les perspectives pour vous dans le combat? Pour nous, le combat a 2 axes. Le premier axe, c'est la mobilisation des travailleurs. Donc, nous avons arrêté la résolution de faire en sorte que le syndicat se déploie partout, que reprenne la sensibilisation. Parce que la solution est entre nos mains, in fine. Parce qu'on aura pris de plus beaux textes si nous n'avons pas la force nécessaire pour réclamer leur application effective dans nos entreprises, ce sera difficile. Donc, le premier axe, c'est la mobilisation des travailleurs. C'est leur sensibilisation pour qu'ils rejoignent massivement le syndicat. Ils prennent leurs responsabilités. Ils prennent leurs responsabilités. Ouais. Devant l'histoire, devant leurs enfants. Parce que ce dont nous hypothéquons aujourd'hui l'avenir par notre laxisme, ce sont nos enfants. Si vous n'êtes pas bien payé, si même vous n'êtes pas déclaré à CNPS, pour que demain, à la retraite, vous puissiez avoir le minimum, vous hypothéquez votre vieillesse, mais vous hypothéquez l'avenir de vos enfants. Donc, notre premier axe de travail, c'est de dire partout où il y a un seul projet de médias, il faut se réveiller.
Le moment est venu pour que dans ce pays où le budget national dépasse aujourd'hui les 6 000 milliards, le moment est venu que chaque Ivoirien qui a choisi le métier des médias puisse vivre de son travail. On ne demande pas plus que ça, mais il faut mobiliser les travailleurs. Le deuxième axe, c'est la réflexion globale. C'est pour ça que nous appelons à des états généraux des médias et de la communication de façon urgente, pour que tous les acteurs, les travailleurs, les employeurs, l'État et les partenaires au développement, on se retrouve autour d'une même table. Les problèmes sont connus. On a l'impression que les états généraux sont devenus une panacée dans tous les secteurs d'activité. Quand ça ne va pas, Oui. il y a des problèmes qu'on peut adresser directement, mais il faut passer par les états généraux. Malheureusement, les problèmes ne sont pas adressés. Ces problèmes sont là depuis des dizaines d'années et on répète toujours la même chose. Donc les états généraux ont l'avantage de mettre tout le monde autour de la même table et de prendre des engagements en même temps. Ça permet aussi de prendre l'opinion à témoin. Voilà. Sinon, je vous ai dit tout à l'heure, les régulateurs, ils sont là, ils ont leur feuille de route. Ils savent que les lois sont là, elles doivent être appliquées, mais il ne faut pas toujours le travail. Le ministère de la Communication, il est là, il y a des directions, il y a beaucoup de services, mais est-ce que le travail d'encadrement, le travail d'organisation, le travail de suivi est fait? Je n'en sais rien. Le FSDP est là, veut faire un certain nombre de choses à des limites structurelles. Il y a une Alors, vous dites que vous n'en savez rien. Est-ce que vous êtes dans une posture de distanciation avec les autorités? Ça pourrait être gentil. Ça pourrait être gentil. D'accord. Sinon, j'allais dire qu'il ne faut pas le travail. Bon, notre nouveau ministre vient d'arriver. Il faut lui laisser le temps de s'installer. Sinon, il y a beaucoup de laisser aller. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand vous allez dans une radio et que quelqu'un dit que c'est une licence pour une radio communautaire et qu'en vérité, ça appartient à un individu qui est assis quelque part et qui souloue sa licence à quelqu'un d'autre, qui réduit ses travailleurs en esclavage dans un pays et en plein Abidjan, est-ce que vous pouvez dire que les structures chargées de ce suivi-là font leur travail? Donc, il faut revoir maintenant l'attribution, n'est-ce pas, des fréquences? Il faut revoir non seulement l'attribution des fréquences, les conditions d'attribution des fréquences. Il faut faire des enquêtes. Il faut faire des enquêtes et puis, quelques mois après, quelques années après, il faut aller vérifier et interroger les travailleurs. On peut faire des enquêtes inopinées. Moi, je vais dans toutes les entreprises de médias, je discute avec les travailleurs. Mais l'État peut en faire de même. Venir aujourd'hui à Radio de la Paix, parler aux travailleurs, comment ça se passe, est-ce que votre cahier des charges, les engagements que l'État a pris vis-à-vis de votre entreprise sont respectés? L'État peut le faire. L'État peut aller dans n'importe quelle radio, à Korogo, à Danané, à Ma, à Dabou, pour dire, mais on vous a accordé une licence pour une radio communautaire, envoyez-nous les membres du conseil d'administration de cette radio, envoyez-nous les listes, donnez-nous les procès-verbaux des réunions que vous faites, donnez-nous les bulletins de salaire que vous versez à vos travailleurs, faites-nous le point de leur déclaration à la CNPS. Mais ça, un inspecteur peut le faire en une journée. Mais les gens ne le font pas. Depuis des dizaines d'années, on ne fait que crier. Les gens ne le font pas. Alors là, vous êtes en train de parler peut-être des individus qui se font octroyer des licences, des autorisations pour ouvrir des radios. Mais il y a qu'aujourd'hui, au niveau de la presse écrite, par exemple, il y a le GEPSI. C'est une structure bien organisée. Les patrons de presse sont organisés. Vos employeurs sont organisés. Quel est l'état de vos... mais le problème du GEPSI, c'est toujours le même problème dans notre pays. La plupart des membres du GEPSI, c'est des amis, des frères, je n'ai rien vraiment contre eux, mais la plupart sont des dirigeants délégués. Parce que ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Ce n'est pas eux qui prennent les décisions. À l'exception de quelques rares entreprises, il n'y en a même pas 3 ou 4 ou 5. Le reste, il y a, comme vous l'avez dit vous-même, il y a un parti politique derrière, ou il y a un groupe d'intérêt derrière qui délègue un dirigeant, peut-être des questions de gestion courante, mais qui ne peut pas prendre des décisions stratégiques d'orientation. Voilà. Et c'est la même chose dans les radios communautaires, les radios, par exemple, dirigées par les collectivités décentralisées. Le premier responsable des radios, ce sont les maires. Mais ils délèguent les directeurs de programmes, ils nomment des directeurs de radio qui n'ont pas la décision. Et dans ces communes-là, ces radios sont créées, les autorités communales, les maires, notamment les présidents des conseils régionaux, prennent les engagements vis-à-vis de l'État et ils ne font rien. Et ils laissent les travailleurs à leur petit sort. Voilà la réalité. Donc, malheureusement, je vous dis, ça fait plusieurs années que je dirige le syndicat. Nous avons écrit plusieurs fois à l'UVICOSI. Et je peux profiter de votre micro pour interpeller le ministre d'Aopolin, qui est aujourd'hui le président de l'UVICOSI. Plusieurs fois, nous avons écrit à l'UVICOSI pour que ce problème des radios soit posé, mais vous n'allez jamais derrière répondre à un de nos courriers. Vous trouvez que c'est normal? Vous êtes des élus, vous allez prendre des engagements, vous créez une radio et vous traitez des problèmes de médias qui sont dedans comme des agents. Voilà, la plupart sont des agents de mairie. On peut vous affecter du jour au lendemain au cimetière pour gérer le cimetière. Je n'ai rien contre ceux qui gèrent des cimetières. Mais je veux dire, la place d'un journaliste, d'un animateur, c'est pas au portail d'un cimetière. Je suis désolé. Du jour au lendemain, on ne peut pas le collecteur de marché pour l'envoyer dans une radio. On ne peut pas rien organiser. Nos camarades à Agboville, la voix de l'Agnebi, je préfère saluer le camarade Abou Tapili, qui est notre secrétaire général de section à Agboville. Ça fait des années qu'on cherche à discuter avec le maire d'Agboville.
Mais c'est pareil partout. Je cite le cas d'Agboui parce que c'est un cas qui me révolte. Parce que je me suis déplacé moi-même pour aller rencontrer les autorités municipales là-bas, pour leur dire, mais vous avez un instrument qui vous sert. C'est quand il y a des crises, on court dans les radios pour dire faites des communiqués, faites des messages d'apaisement. Mais ceux qui font ces messages d'apaisement, ils ne peuvent pas vivre, ils ne nourrissent pas leurs enfants, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne sont pas déclarés à CNPS. Vous leur donnez 25 000 francs par mois ou bien 15 000 francs par mois et vous dormez en paix. C'est un problème. Alors aujourd'hui, vous avez tout à l'heure évoqué le nouveau ministre de la Communication. Dès sa prise de fonction, est-ce que vous avez eu des contacts? Nous nous sommes rencontrés à des circonstances, je dis, pas formelles, mais il a promis de nous recevoir. Nous attendons. Nous sommes déjà prêts. D'ailleurs, la rentrée syndicale, il en était le président. Il a accepté donc de nous accompagner dans cette rentrée. Nous avons les conclusions. Nous sommes en train de mettre tout cela en forme, le lui adresser. Et nous sommes confiants que très rapidement, il va nous recevoir parce qu'il connaît le secteur. Avant d'arriver au ministère de la Communication, il a travaillé en tant que responsable de la communication, notamment à la présidence, mais un peu avant dans d'autres structures, où il a côtoyé de près la réalité des médias. Il les connaît. Il sait, et lui-même, il est élu, il est député à Korogo. Il va tous les jours à Korogo, il voit dans quelles conditions nos confrères qui sont là-bas, soit correspondants de journaux privés ou de médias en ligne ou de l'agence ivoirienne de presse ou de Fraternité Matin, ils voient dans quelles conditions ils travaillent. Donc, je sais qu'il connaît la situation. C'est pour ça que nous lui demandons d'organiser des états généraux. Quand on dit ça, on vous dit, mais M. Gbatoye, des états généraux en 2012. Mais est-ce que c'est parce que vous avez mangé hier que vous ne mangez pas aujourd'hui? Non. Il y a des problèmes. Il faut, en 2012, il n'y avait que la presse écrite qui avait été prise en compte. Aujourd'hui, l'ensemble du secteur a beaucoup évolué. Il y a de nouveaux acteurs qui doivent être pris en compte pour qu'on puisse vraiment poser les problèmes une bonne fois pour toutes et se donner un chronogramme. Parce que malheureusement, en 2012, dès qu'on a fini les états généraux, le ministre Koti qui était là, il est parti. Il y a une nouvelle équipe et on a mis du temps et les résolutions n'ont pas été bien suivies. Et bon, tout n'a pas été mis en œuvre. Aujourd'hui, il faut mettre tout le monde autour d'une même table, discuter, identifier les problèmes que tout le monde connaît déjà, identifier les solutions les plus durables et se donner un chronogramme de règlement de ces problèmes. Je rappelle que déjà dès les accords de Makoussi, une résolution appelait déjà à la revue de l'économie générale de la presse en Côte d'Ivoire. Bon, tout ce qui a été décidé à Makoussi a été exécuté sauf ça. Ok. Pour terminer, on va se tourner un peu vers l'actualité. Cette semaine a été marquée par des événements à Abobo sur la base, n'est-ce pas, de ce qui est devenu la mode des fake news. Vous, en tant que professionnel des médias, quel regard et quel est l'appel que vous voudriez lancer avant que nous nous séparions? Oui, d'abord, je déplore ces violences parce qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. On est dans un pays où tous nos frères qui sont venus de loin ou de près contribuent avec nous chaque jour à construire ce pays. Il leur faut beaucoup d'égards. Et qu'est-ce que le pauvre qui vend son garba ou même qui vend son bois dans un quartier à Bobo, qu'est-ce qu'il a à voir? Encore que c'était une vieille vidéo qui n'avait rien à voir avec des prétendus services subis par des Ivoiriens au Niger. Je trouve cela déplorable. J'ai été moi-même surpris par cette situation, alors que cette vidéo traîne un peu depuis plusieurs jours. Vraiment, je déplore cela. Je présente toute ma compassion aux blessés. Mais il faut que les autorités vraiment redoublent de vigilance pour éviter ce genre de choses. On ne le dira jamais assez, les nouveaux médias ont leurs avantages et malheureusement leurs inconvénients. Je crois que ceux qui critiquaient trop les médias traditionnels, ils doivent un peu se mordre les doigts aujourd'hui avec cette explosion des médias incontrôlés. Mais bon, vous savez, l'évolution du monde, c'est cela, hein. Chaque évolution a des côtés positifs et des côtés négatifs. Il faut faire en sorte que tout le monde s'implique pour que ce genre de situation ne se répète pas et que, là encore, j'en reviens aux autorités de régulation. Voilà. C'est vrai que la régulation des médias sociaux est encore un sujet assez important. Nos régulateurs n'ont pas encore tous les moyens pour pouvoir cerner ces situations, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant et toujours interpeller ceux qui s'adonnent à ces fake news. Il faut se donner les moyens de les retrouver et de leur rappeler que la loi doit s'appliquer. Ce n'est pas parce qu'on a des moyens technologiques aujourd'hui de diffuser l'information qu'on est journaliste. Le journalisme, c'est un métier qui s'apprend sur plusieurs années. Il y a des règles strictes qui s'appliquent. Bon, je crois que c'est une situation malheureuse. J'espère que les autorités vont prendre toutes les mesures pour éviter ces affrontements intercommunautaires qui donnent notre pays une image qui n'est pas très bonne. Guillaume Gbatoye, merci d'avoir effectué le déplacement dans nos studios. C'est moi qui vous remercie. La grande interview donc avec pour inviter aujourd'hui Guillaume Gbatoye, secrétaire général du SYNAPSI, syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, technique Antoine Kouassi. Bonne journée à tous. Brokono Bertin.
venez de suivre la grande interview. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.